Vous allez écouter Social Calling. Mais juste avant, je voulais remercier Arkea qui sponsorise ce programme. C'est une banque pas comme les autres, qui mise sur les entrepreneurs précurseurs dans le domaine social et environnemental. Une banque connectée, qui soutient l'innovation et qui n'a pas peur d'être à l'avant-garde en répondant aux aspirations de la génération Social Calling. En bref, vous l'avez compris, Arkea soutient les millennials qui veulent entreprendre et s'engager pour construire leur avenir et le monde de demain. Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Social Calling avec Laurence G, deuxième partie. Pour elle, s'engager, c'est dénoncer l'horreur. Et c'est éprouver le souffle de la liberté. Vous allez écouter une histoire de rumeurs sexistes, de carnets secrets et de maternité. Une histoire de Social Calling. J'ai de la chance, en ce moment, je suis une femme. Donc j'ai de la chance parce qu'on m'envoie sur le terrain. Parce que je suis blonde, parce qu'il y a MeToo, et parce que c'est la tendance, ou parce que je couche avec je ne sais qui. En faisant des recherches sur Laurence G, l'une des rares voix françaises et féministes du photojournalisme de guerre, je l'ai déjà dit, quelque chose m'a frappée. Un thème qui revient souvent sur le tapis. Pas seulement celui de ces photos saisissantes sur la vie des migrants, aux portes de l'Europe, en France, mais aussi dans les zones de conflit qui lui sont chères, comme l'Irak, la Syrie et le Mali. Non, une étrange rengaine, gênante, qui me fait grincer des dents. Allez, je me lance. Comment vit-elle le fait de se voir réduite à une sorte d'archétype féminin ? Blonde, aux cheveux très longs, mesurant 1m73 pour 46 kilos ? Trop belle, trop frêle, bref, trop femme pour aller faire le bonhomme sur les terrains de guerre. À cette femme courageuse à bien des égards, j'ai eu envie de poser ces questions. Comment réponds-tu aux attaques ? Et surtout, où trouves-tu la force de continuer à risquer ta vie pour raconter celle des autres ? Ces réponses en disent long sur son social calling. À la fois criante de vérité et d'utilité publique, tant elle rappelle ce que notre époque a fini par oublier. Le devoir d'empathie et l'impérative nécessité de témoigner. Alors j'aimerais qu'on en vienne à ce sujet qui est un sujet un peu sensible, mais aussi classique dans le milieu du travail, particulièrement quand on fait un travail comme le tien, qui a priori est plutôt un travail de bonhomme. Être une femme dans le milieu du photojournalisme, c'est comment ? En fait, sur le terrain, étonnamment, c'est pas difficile d'être une femme. C'est plus facile d'être une femme. Tu as un accès aux femmes sur les terrains de guerre. Bon, tu risques les attouchements, ce qui nous arrive souvent des hommes qui se croient tout permis parce qu'on est étrangère et tout. Mais globalement, je me sens bien en étant femme dans ces pays-là. Après, le milieu en soi, il est pas forcément facile, même si je suis très entourée et j'ai des confrères qui m'épaulent, je dirais. C'est un milieu quand même difficile quand on est une femme. Et comment tu réagis justement sur le terrain quand tu vis ce genre d'attouchement ? Ça m'est pas arrivé souvent, heureusement, mais ça m'est quand même arrivé en Irak 2 fois. Une fois, ça s'est bien fini parce que j'avais un mec du consulat à ma table. Donc le mec, il lui a dit, il a tapé un scandale. Donc il m'avait touché le sein. Et une autre fois, et c'est un soldat irakien qui m'a touché les seins. En faisant un selfie, il a fait ça. J'étais choquée, en fait, j'ai pas réagi. Et en fait, j'avais peur. Par contre, après, j'ai connu des gens très, très haut placés. Et un des hommes, j'ai prévenu. Et il m'a dit, on peut le faire virer tout de suite. J'ai fait non. S'il le refait, on en reparle. Mais parce que je trouvais que c'était quand même assez grave comme geste. Après, le milieu en tant que femme, je pense qu'il n'est pas forcément facile. La profession est, surtout dans les conflits, photographe, il y a plus d'hommes que de femmes. Et ça peut être un peu difficile parfois. Après, c'est jamais du frontal, mais c'est toujours des on-dit, quoi. Et c'est rarement ton talent qui est mis en avant, c'est surtout le fait qu'on te prête des aventures avec XY. On justifie ton travail rarement pour des raisons professionnelles. On justifie qu'on t'envoie en commande parce que t'as couché avec un tel, ou ou parce que t'es une femme, parce qu'il y a le truc MeToo, donc c'est la tendance d'envoyer des femmes sur le terrain. C'est difficile parce qu'on entend ça très très souvent. J'ai de la chance, en ce moment, je suis une femme. Donc j'ai de la chance parce qu'on m'envoie sur le terrain. Parce que je suis blonde, parce qu'il y a MeToo, et parce que c'est la tendance, ou parce que je couche avec je ne sais qui. Ça, c'est le grand classique, hein. Dans tous les milieux, je pense que les femmes subissent ça, mais moi, on m'a prêté des liaisons avec plein de gens. On m'a même prêté des partouzes, alors c'est pour vous dire, quoi. Et alors, quand bien même si j'étais adepte de ces pratiques-là, que ça peut faire, quoi. Ce qui me rend dingue, c'est qu'en fait, quand on est journaliste, on est là pour dénoncer, donc dénoncer ce qu'on voit, et en fait, on reproduit aussi dans cette société ce qu'on dénonce, quoi. On le reproduit dans notre propre milieu. Après, pour moi, c'est difficile de m'en plaindre parce que
Ce que je photographie, c'est tellement pire. C'est des femmes qui n'ont aucun droit, presque. Parfois, c'est des tragédies. Et c'est vrai que quand je me plains de ça, c'est petit, mais c'est récurrent. C'est récurrent. Et en fait, mon travail, il est quand même assez visible. Donc, c'est un peu difficile. Après 5 ans où je vis de mon métier, où je vis que de la photographie de presse, qu'on justifie mon travail pour d'autres raisons que mes photos ou que mes capacités professionnelles. S'il y a toujours des excuses à ce qu'on m'envoie en commande qui sont pas avouables, et ça, c'est blessant en fait. C'est pas grave, mais c'est blessant. On m'a dit, prends pas le travail des autres, t'es pas légitime par rapport à un tel ou un tel. J'oublierai jamais tout ça. J'ai tout noté. Ça, c'est violent. Puis en plus, sur le coup, t'es tellement choqué que tu dis rien. Donc je dis rien. Hein. Je fais tu vois. C'est un état de sidération. Ouais. Pourtant, je m'étais toujours dit l'avantage de notre métier, c'est qu'il est visible. C'est pas comme quand t'es dans le marketing, dans la com, c'est beaucoup plus abstrait. Là, bon, tes photos sont visibles. Si t'es pas bon, tu bosses pas, en fait. Mais bon, quand même, après, c'est rien de grave, mais c'est toujours des petits toc-toc. On te rappelle toujours à ta condition de nana et que de toute façon, tu devras toujours justifier ton travail pour d'autres raisons que ton talent, qui est plutôt des raisons moins avouables. Véronique de Vigry, ma consoeur qui fait aussi ça, et moi, dans l'opinion publique ou dans les expos qu'on fait, bon, là, les gens, ils sont très bienveillants en général, ils reconnaissent ce courage que les photographes de conflits ont ou pas, mais c'est quand même reconnu. Mais c'est vrai qu'à la base, quand on parle de guerre, on approprie ce terme plutôt à des hommes. En fait, c'est un double combat. En fait, tu pars sur un terrain de guerre, mais toi-même, en fait, tu vis une sorte de guerre pour pouvoir exercer ton métier en tant que femme dans un milieu d'hommes. Tu dois toujours montrer ton laissez-passer quand tu viens au checkpoint. Le checkpoint du journaliste, du journalisme sexisme. Je vais vous montrer mon visa, mais oui, je suis une femme, mais ça ne m'empêche pas d'aller sur le terrain. C'est ça qui est un peu blessant. Après, je pense qu'il ne faut pas y prêter plus d'attention, mais c'est vrai que c'est récurrent. Moi, je trouve que c'est important d'y prêter attention. Je pense que c'est pas se plaindre, mais c'est juste dénoncer un fait. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un milieu misogyne. Je vais dire que les 3/4 de gens que je connais, d'amis que je côtoie dans le milieu, ils sont d'un grand soutien. Beaucoup d'hommes me soutiennent. Beaucoup d'hommes, ils sont... D'ailleurs, ce sont des hommes qui t'ont pris sous leurs ailes. Par ailleurs, c'est vrai, j'ai été énormément aidée. J'ai été énormément coachée. Moi, je montrais mes photos à des photographes. Ils m'ont dit ce qui n'allait pas. Jérôme Delay, de AP, cet homme extraordinaire, il m'a dit ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ben, il m'a tout appris. Hein. Donc, c'est vraiment l'antithèse parce que je suis énormément soutenue par la plupart, en fait. Franchement, j'ai reçu beaucoup de conseils et sur le terrain de guerre, il y a une grande entraide. On s'aide entre nous, on prend des gens dans notre voiture. On m'a pris dans les voitures quand j'étais au début de ma carrière. C'est un sentiment, c'est des trucs récurrents, mais je pense que c'est une toute petite minorité qui justifie notre travail par ces raisons. Alors, je trouve ça intéressant que tu utilises le mot « justifier » parce que parfois, j'ai le sentiment, en t'écoutant, que tu dois justifier ton engagement et que tu dois justifier ton départ sur les zones de conflit. Moi, aujourd'hui, je suis légitime, j'ai plus rien à justifier, quoi. Je pars parce que je connais le terrain, mais on m'avait raconté une fois, on m'avait demandé pourquoi on t'envoie toi là-bas. Donc je justifiais le truc, bah oui, j'avais déjà bossé avec ce journal pour ça, apparemment ils ont bien aimé mes photos, donc peut-être c'est pour ça qu'ils veulent m'envoyer là. Et c'est ça arrive souvent, mais ça c'est pas... Peut-être aussi justifier auprès de tes proches. Ah, mes proches, ils savent. Mes amis, ma famille surtout, parce que bon, c'est plutôt ma famille qui ont peur pour moi, tout ça. Bah, de toute façon, je décide, hein. Je pars, quoi. Après une mission, est-ce que c'est possible de reprendre le cours d'une vie normale, Laurence ? Tout à fait. Me concernant, j'ai aucun problème. Au contraire, j'ai toujours hâte de rentrer comme j'ai toujours hâte de partir. J'adore rentrer chez moi, j'adore ma vie à Paris, j'adore bosser en France aussi sur d'autres sujets. Enfin, en tout cas, moi, j'aime ce côté un peu schizophrène de ma vie, en fait. D'être d'un extrême à un autre. C'est ce qui rend riche aussi la vie que je mène aujourd'hui et c'est ce qui, moi, me plaît. J'ai des rencontres tellement opposées. Et j'aime bien l'idée d'être bien partout, dans n'importe quel milieu, avec n'importe qui. C'est quoi la psychologie de celle ou de celui qui risque sa vie pour raconter celle des autres ? C'est difficile à dire. On a tous la volonté de raconter.
Je pense qu'il y en a qui peut-être aiment l'adrénaline aussi. Parce que c'est vrai que quand on survit à un truc dangereux, on est content. Enfin, moi, je respire, quoi. Quand j'ai peur, parce que j'aime pas avoir peur du tout, parce que ça me donne mal au ventre. Mais quand il y a un moment de grande tension et on se dit, oh mon Dieu, là, là, c'est vraiment très tendu. Quand on revient et on est vivant et qu'il nous est rien arrivé, on est très content, quoi. C'est très rassurant. Mais je me dis toujours que ce genre de moments vont me marquer. Chaque fois que j'ai peur, je me dis, oh là là, je vais avoir un PTSD, c'est le syndrome post-traumatique souvent attribué aux soldats. Voilà, la similitude entre nous, je pense que c'est la volonté de raconter, l'empathie peut-être, la curiosité et peut-être un brin de folie, un peu, j'imagine. Qu'est-ce que ton engagement au travers de ton métier a impliqué comme sacrifice pour toi, dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle ? Dans ma vie pro, il n'y a pas trop de sacrifices, au contraire, c'est un luxe, je pense. Après, c'est stressant, parce qu'on est freelance. C'est compliqué de gérer ses revenus aussi, c'est très stressant. Moi, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup, c'est la fluctuation des commandes et que parfois on peut pas t'appeler pendant un moment, parfois on me propose des sujets, on nous répond pas. C'est vraiment stressant parce qu'en fait, chaque commande, c'est un nouveau départ pour moi. Chaque jour de commande, c'est un nouveau challenge. Pour moi, on repart de zéro à chaque reportage. C'est assez stressant de se dire qu'aujourd'hui, on doit tout donner, même si ça fait longtemps qu'on travaille pour un journal ou un autre, parce que c'est un honneur aussi pour travailler pour certains journaux comme Le Monde, par exemple. Donc, il faut vraiment tout donner à chaque fois. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Pour ma vie personnelle, c'est qu'en fait, je peux rien prévoir. C'est-à-dire que l'année dernière, je dois aller déménager. On m'appelle pour aller au Mali. J'étais trop contente. Donc, j'ai annulé mon déménagement. Typiquement, quoi. Aucun problème. Je le fais. Ou alors, je suis en Mauritanie ou je ne sais où. On m'appelle, est-ce que tu peux partir en Syrie la semaine prochaine ? Oui, je peux. Puis finalement, c'est annulé. Puis finalement, on me rappelle lundi, non, en fait, tu pars quand même. Enfin, c'est très fluctuant. Donc, pour prévoir sa vie privée, c'est compliqué. Et surtout, des conférences à l'avance, des expositions. En fait, moi, je plante beaucoup, quoi. Voilà, c'est un métier qui demande pas mal de sacrifices, mais c'est aussi une grande liberté. Puis c'est tout le temps intéressant. Donc... c'est rare que je me dise j'en peux plus, je vais rentrer chez moi. Quand je suis en commande, je trouve ça tellement intéressant et stimulant qu'en fait, je suis toujours contente, même si c'est difficile. Alors donc, tu as commencé tardivement cette carrière de photojournaliste à 29 ans. Donc, on était dans la peau de Laurence à 29 ans au début de cette interview. À quoi elle ressemblera, Laurence, à 39 ans ? La bonne question. Est-ce que je serai encore photographe ? Je sais pas. Non, je rigole. J'espère que je le serai encore. J'adore ce que je fais. Je continue. À 39 ans, j'espère que je me serai posée peut-être plus, que j'aurai peut-être une famille. Bon, il me reste pas trop de temps non plus parce que j'ai 35 ans. Mais le problème de ce métier, c'est quand on commence un conflit, un pays, en fait, on a envie de continuer l'histoire de ces gens. Et la Syrie, ça s'arrête pas en vrai. Ça va pas s'arrêter tout de suite. Donc, l'engagement, il est toujours là, quoi. C'est toujours le même. Je continue juste au fil et à mesure des histoires qui s'écrivent, de le raconter, quoi. Après, c'est un métier aussi. C'est devenu plus ou moins une passion, mais plutôt le journalisme, d'ailleurs. Je suis plutôt dans un... Je sais pas comment expliquer, en fait. J'ai un métier que j'aime, donc je continue. Mais le jour où je me rends compte que ça sert à rien et que j'en ai marre, je changerai de métier. Alors, j'ai une question... sur laquelle tu peux prendre du temps pour répondre, qui est une question assez classique que j'aime bien poser à mes invités. Qu'est-ce que la petite Laurence de 8 ans dirait à la Laurence de 35 ans ? C'est une bonne question. Hier, je rangeais mon appart, je suis tombée sur mon carnet secret de quand j'avais 6 ans, en fait. Et c'est marrant, c'est très naïf. Je parle beaucoup d'animaux dans ce carnet secret. Je voulais être vétérinaire. Et ce que je dirais, c'est que j'ai un peu raté ma vocation, mais que je ferai un jour des photos animalières, je pense. Des photos, j'ai envie de faire des sujets d'ailleurs sur les animaux. C'est vrai que ça me passionne vraiment. Donc, et ce que je dirais, c'est que je m'étais dit assez jeune, j'aurais un mari à 26 ans, j'aurais des enfants à 27 ans. Et en fait, j'ai pas du tout rempli ce que je m'étais dit quand j'étais enfant. Je suis un petit peu en retard. Mais même à 25 ans, j'aurais jamais pensé faire ce métier. C'était impossible. Je faisais pas de photos. La géopolitique, honnêtement, j'y connaissais que dalle, quoi. Et c'est improbable. Donc, à 8 ans, je sais pas trop... j'aurais pas pu imaginer ça. Je sais pas si j'ai bien répondu là, je crois pas, mais... Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ouais. Est-ce que c'est grave d'être en retard ? Je suis toujours en retard. Parce que tu disais... Ah oui, je suis en retard. Je suis en retard. Les ovules, hein.
Attention, hein, vous allez peut-être les congeler, là. Non, mais parce que c'est vrai. Non, c'est pas grave d'être en retard, hein. Mais il faut quand même s'activer, je pense. Si on a envie d'avoir des enfants, fonder une famille, il faut y penser. C'est dur de tout conjuguer. Franchement, c'est trop dur de... C'est une vraie inégalité, quoi. En fait, les hommes, ils peuvent avoir des enfants tellement plus tard. Et nous, on est obligé d'y penser. C'est très dur de tout conjuguer. C'est vraiment dur de développer sa carrière et d'avoir une vie... d'avoir un copain. J'en avais un, hein, il était journaliste et tout. Bon, malheureusement, il y a eu l'accident, mais c'était parfait, quoi. Parce qu'il comprenait ce que je faisais, que je me casse du jour au lendemain. Il faisait pareil, donc ça se complétait bien. Mais ouais, c'est dur de tout conjuguer. Et puis, c'est vrai que quand on a des enfants, on est obligé de voir son métier différemment. Donc, bon, on verra quand j'en aurai, si j'en ai un jour. Inch'Allah, j'espère. C'était le 19e épisode de Social Calling. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une invitée surprise. Je compte sur vous pour continuer à partager et à parler de ce podcast sur les réseaux sociaux. Et si vous entendez une histoire de Social Calling, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse callingsocial@gmail.com. Merci pour les commentaires, les encouragements, chers auditorices. À dans 15 jours.